Salut et bienvenue sur Anacaland pour une nouvelle vidéo sur la saison 2 de la série Paradise, série Hulu disponible sur Disney+ en France. Et donc dans cette vidéo on va parler des épisodes 4, 5 et 6 puisque comme je vous l'avais dit l'épisode 4 et 5 j'ai pas eu le temps de m'en occuper à temps, donc j'avais prévu de faire ça tout ensemble et au final je trouve que ça fonctionne plutôt bien puisqu'on est sur quasiment un arc narratif complet, un peu comme pour les 3 premiers épisodes. En plus c'est vrai que même en termes de rythme ça correspond un petit peu avec 2 épisodes plutôt bons rythmiquement, thématiquement et tout ça, et un petit peu en deçà, notamment surtout au niveau du rythme, même si la thématique reste quand même assez intéressante. Et tant que j'en suis en parler de thématique, c'est aussi un des gros points forts de cette série, c'est que chaque épisode est vraiment axé sur une problématique, une thématique, et qui va développer pendant un épisode avant de passer à une autre, tout en restant connectés les uns aux autres pour avancer sur la thématique un petit peu globale de la saison, de la série, avec toutes ces notions de pouvoir, de mensonge, de trahison, de survie, etc. Et d'ailleurs ces 3 épisodes, ce petit arc narratif, j'ai presque envie de l'appeler traîtrise, pour plusieurs raisons que je vais vous expliquer, même concernant l'épisode 4, qui je sais pourrait questionner par rapport à cette histoire de traîtrise, mais je trouve que la thématique colle malgré tout un petit peu, même si ce sera quand même capillotracté, certains diront, mais je trouve qu'on peut y trouver vraiment cette trame de la traîtrise dans ces 3 épisodes. Donc on va voir ça rapidement dans cette vidéo review. Évidemment je vais spoiler, donc si vous n'êtes pas encore à jour, ne regardez pas cette vidéo, allez voir les épisodes et revenez ensuite. Évidemment comme toujours, avant de commencer, dites-moi ce que vous avez pensé de ces épisodes en termes de qualité, les épisodes donc 4, 5 et 6, lequel vous avez préféré, est-ce que vous trouvez que la série avance toujours dans la bonne direction, et bien sûr le petit like, le petit abonnement si ce n'est pas déjà fait pour soutenir la chaîne. Et sur ce, donc on est parti. Croyez-moi, les êtres humains sont faits pour survivre. Ils sont coriaces. Le bunker n'est pas le plus important. Donc dans cette vidéo je vais faire ça dans l'ordre évidemment. Donc épisode 4 qui s'appelait Une mission sacrée, et qui pour le coup, je spoil déjà un petit peu mon avis, mais je trouve que sur les 3 épisodes c'était peut-être un des moins bons. En termes de rythme en tout cas, c'était peut-être celui que j'ai le moins apprécié. Un peu de la même manière que j'avais pas beaucoup apprécié, ou en tout cas moins que les 2 autres, l'épisode 2, en comparaison du premier et du 3e épisode, j'avais trouvé ça un peu mou. Là c'est un petit peu pareil, mais malgré tout ça fait pas mal avancer l'intrigue, même si l'élément central aussi de cet épisode c'était quelque chose que j'avais attendu, puisque je vous en avais parlé dans la vidéo précédente en vous disant que oui ça va se passer plus ou moins comme ça, mais je m'attendais pas à ce que ça arrive vraiment l'épisode suivant. Mais voilà, on pouvait s'y attendre un petit peu. Donc on est sur un épisode avec une thématique surtout axée sur la natalité et sur l'espoir, la symbolique de l'espoir par ces nouvelles générations. Et donc on a 2 narrations qui là à l'inverse, plutôt que de s'opposer, sont vraiment complémentaires, à savoir une partie dans le passé au tout début de leur arrivée à tous dans le bunker, avec la naissance du premier enfant né sous terre, donc avec le président qui est décédé dans la première saison qui est présent. On voit rapidement que Sinatra se prenait déjà pour le boss, et on a le président avec Xavier qui rencontre la première maman du bunker, qui subit quelques petites complications par rapport à son accouchement, mais voilà, comme ils ont des équipements médicaux à la pointe, etc., tout va finalement bien se passer, et ça va surtout servir d'opposition, de mise en miroir avec ce qui va se passer dans l'épisode, tout du long de l'épisode, notamment par rapport à Annie. Et je trouve ça plutôt pas mal. Ça va aussi rappeler pas mal de choses par rapport à la paternité de Xavier notamment. Donc malgré tout un épisode assez sympa. C'est plus le rythme moi qui m'a dérangé dans cet épisode que vraiment son contenu, puisque de l'autre côté on est donc de retour à Graceland et non pas à Paradise, et on a Xavier et Annie qui commencent à faire connaissance et à collaborer entre guillemets, même si au début c'est pas gagné, puisqu'on avait vu que Annie avait attaché Xavier pour le soigner parce qu'elle ne lui faisait justement pas confiance, etc. Elle le remet donc un petit peu sur pied en quelques jours, semaines, je me souviens plus trop. Lui-même confirme pendant qu'il est un peu dans les vapes par rapport au bunker, donc elle a la confirmation que son chéri, le père de son enfant à naître, est bien parti pour le Colorado pour une bonne raison entre guillemets, et elle décide de manière unilatérale de partir avec Xavier pour le Colorado, alors que lui veut aller à Atlanta pour chercher sa femme. Donc il y a un petit peu cette opposition qui se pose assez vite. On remarque évidemment qu'elle est enceinte jusqu'aux yeux, donc c'est ce qui m'avait déjà fait dire dans l'épisode précédent que oui, il y allait avoir un moment où elle allait imploser, et ce serait forcément au très mauvais moment, évidemment ce qui va se passer dans cet épisode, puisqu'on les voit donc partir sur la route. Juste avant il y avait une conversation qui était assez intéressante en termes de thématique, où voilà, petite conversation jolie sur la terrasse avec le coucher de soleil et tout ça, où elle explique à Xavier en fait qu'elle a toujours eu peur, y compris de suivre justement son mec, ce qui était une chose qu'on avait déjà compris sur le personnage, qu'elle était vraiment prise par beaucoup d'angoisse, de peur. Ça avait été très bien fait justement dans le premier épisode sur toute son histoire. Et lui à l'inverse lui parle de la joie de la parentalité, que malgré les défauts c'est un truc qui va changer sa vie, qui va la bouleverser totalement,
Il parle à un moment aussi un peu plus tard de vivre la vie à plein volume, et qu'en gros la paternité ou la maternité dans le cas de Annie, c'est vraiment ce qui donne le vrai sens à la vie, etc. On a même quelques moments assez mignons où justement lui, de par son expérience, il lui apprend à l'emmailloter. Excusez-moi, je suis un peu malade, donc c'est peut-être que je parle un peu du nez à la parisienne, je ne sais pas, mais vous me direz ça dans les commentaires, j'espère que ce sera malgré tout pas trop désagréable. Mais donc on a voilà cette emphase sur le côté très positif et life-changing, donc bouleversement de vie de la parentalité, et à l'inverse on a aussi elle qui parle à un moment de en opposition presque aux arguments de Xavier. Elle parle du cyclone qu'elle a vu, donc ce symbole un peu de chaos, de destruction, de peur qui lui correspond évidemment beaucoup puisque elle a très peur, elle est très angoissée, etc. Et Xavier du coup en réponse à ça il dit oui, mais dans tous les cas certes la parentalité ça fait peur, c'est le chaos, ça fout le bordel dans vos vies, etc. mais c'est l'amour qui prime avant tout, et l'amour est malgré tout plus fort que tout. Une chose peut-être dont on devrait se rappeler un peu plus malheureusement dans notre société actuelle, mais après voilà, ça c'est chacun son choix. Et donc finalement, en apprenant à se connaître et à se faire confiance, ils arrivent à un deal. C'est d'abord on va aller chercher Terry à Atlanta et ensuite on ira au Colorado. En gros, elle accepte de faire confiance à Xavier. Chose aussi intrigante pour l'instant qui n'a pas d'explication, je n'en vois pas à part évidemment la plus évidente, mais Xavier fait des rêves du mec de Annie, donc du père du bébé, ce qui est assez étonnant, même si on a vu dans le flashback de l'épisode 3, si je dis pas de bêtises, avec Billy, que il avait été plus ou moins victime des agissements de Sinatra et de l'assassinat par rapport à son prof qui avait été tué parce qu'il n'avait pas voulu donner le brevet, etc. Mais du coup, est-ce que ça veut dire que Xavier aussi a rencontré cette personne-là? C'est un peu bizarre puisque justement, on nous a donné l'impression que non, il n'y a jamais eu de rencontre. Et en plus, dans la mise en scène, au tout début, j'ai cru que c'était vraiment Annie qui rêvait en fait de son mec qui disparaissait, sauf que vraiment, si on revoit ce passage-là, et en plus, je crois qu'on le revoit encore une fois un peu plus tard où il rêve à nouveau de lui, mais c'est bien Xavier qui rêve de lui, donc c'est assez étrange. J'imagine qu'on va avoir un dénouement à un moment, ils vont forcément se rencontrer, ça va même arriver plus tôt qu'on l'imagine, je pense. Donc il se dirige vers Atlanta, on voit qu'effectivement, comme je disais, Xavier est vraiment au petit soin avec elle, il lui donne sa couverture, il la chouchoute un petit peu, elle est à cheval et pas lui il est à pied, donc vraiment voilà, il prend soin de cette future mère qui est certes pas en sucre, mais quand même il faut prendre soin d'elle, surtout qu'elle est vraiment au point d'exploser, donc voilà. Sur la route, il rencontre quelques étrangers, Xavier n'étant pas du tout habitué à ce nouveau monde, lui il a continué à vivre dans une utopie entre guillemets, il fait confiance aux gens, genre il leur dit bonjour, etc. alors qu'elle est vraiment en panique, elle lui dit de pas parler aux gens, de ne pas les provoquer parce que tout pourrait partir en sucette dans un claquement de doigts, ce qui est potentiellement vrai, même s'il y a beaucoup de parano de sa part, on a vu par exemple comment elle avait repoussé et comment elle s'était cloîtrée quand justement son futur mec était arrivé, alors qu'en vérité c'était des gens bien et en partant avec eux tout se serait peut-être mieux passé. Elle s'est carrément cachée pendant 3 ans, donc clairement c'est pas forcément l'exemple à prendre en termes de confiance, et ils font une petite pause et boum, évidemment, donc comme je disais, elle perd les os, elle va accoucher, c'est une catastrophe parce qu'en plus elle va faire une pré-éclampsie et elle le savait puisqu'elle avait vu les symptômes, et c'est là qu'on a le parallèle justement avec un bon montage aussi justement parallèle avec la mère du bunker, la première maman, le premier accouchement en fait du bunker, où elle aussi avait la même pathologie, la pré-éclampsie, et grâce à la médecine moderne, ils avaient réussi à la sauver. On a même cette petite histoire du prénom Hope du premier bébé, je crois que c'est Victoire en français, mais où en vrai, la mère veut pas l'appeler Hope parce que voilà, bon, ok, petite blagounette, pourquoi pas, mais surtout ce qui était intéressant c'était de voir vraiment que la même pathologie, les mêmes événements sont pas gérés du tout de la même manière malheureusement entre la médecine moderne et la médecine un petit peu plus à l'ancienne quand on accouche un petit peu à l'arrache comme ça, même si justement c'était très beau de voir que Xavier avec les moyens du bord réussit malgré tout à chercher de l'aide justement auprès de cette communauté de gens qui sont au final des gens bien. C'est assez sympa de voir qu'elle était vraiment parano, Annie, et que tous les gens ne sont pas des dangers publics, donc c'est assez cool de voir cette opposition entre Xavier qui continue à faire confiance en l'humanité des gens et Annie qui pas du tout, et qu'au final tout se place plutôt dans une question d'équilibre, même si justement dans la suite Xavier va effectivement payer un petit peu son excès de confiance, et en même temps il a quand même cette petite prudence aussi, donc c'est assez intéressant pour la suite des épisodes. On a même Annie qui finit par écrire entre guillemets son testament avant d'accoucher, etc. C'est justement la lettre qui sera lue à la fin de l'épisode, donc pourquoi pas, ça crée encore un enjeu émotionnel et tout ça. Et donc la communauté vient aider, et pour le coup ils sont bien organisés, les femmes sont là, tout le monde fait son taf, mais Annie malheureusement n'y survit pas.
on a une très belle opposition justement en termes encore une fois de thématique, de symbolique entre la violence et la douleur de la naissance, avec justement en opposition le bonheur et la puissance de la parentalité qui fonctionne extrêmement bien, surtout quand on a justement d'un côté une maman qui aura souffert mais qui aura été sauvée par la médecine moderne, et à l'inverse une mère totalement désemparée qui pourtant savait ce qui l'attendait, et malgré tout un amour lui aussi inconditionnel et peut-être même encore plus puissant, donc pourquoi pas. Et avant son dernier souffle entre guillemets, Annie va confier la mission sacrée, donc qui donne son titre à l'épisode, à Xavier, à savoir protéger l'enfant, l'aider à se développer, à grandir et ne pas avoir peur comme a eu sa mère, et à la ramener à son père. Donc il avait de toute façon prévu de retourner dans le Colorado après avoir sauvé sa femme, donc ça ne changera pas plus à son plan, même si maintenant il a une nouvelle personne à protéger auprès de lui qui, elle, pour le coup, est assez fragile, là où Annie promettait pas mal de péripéties, parce qu'elle était quand même très débrouillarde, très intelligente, beaucoup de compétences qui auraient pu être utiles à l'histoire. Pour le coup, j'ai été assez étonné, voire même un peu déçu qu'elle meure aussi vite. Au final, en 3 épisodes avec elle, boum, elle clame, alors qu'ils en avaient fait vraiment beaucoup dans le premier épisode, à nous la présenter comme quelqu'un de très fort, de très compétent, et je m'attendais à ce que pour le coup elle survive au moins la quasi-totalité de la saison. Là, épisode 4, on est à même pas la moitié, elle est déjà cannée, donc à la fois un peu déçu et surpris, même si c'était pas un personnage qui était certes bien écrit, même si l'actrice, voilà, je suis pas ultra fan, elle est un peu inexpressive par moment, mais malgré tout j'ai trouvé ça étonnant, donc pourquoi pas, c'est aussi un moyen pour la série de rebattre un petit peu les cartes, et du coup elle s'éteint dans les bras de Xavier, et symboliquement du coup Xavier devient un peu le gardien de cette petite chose, de ce petit être. Donc pour le coup on est vraiment sur un récit presque héroïque, je trouve. On réemprunte des codes à d'autres genres que juste le genre de la survie et de l'intrigue politique, etc., du thriller. Donc je trouve que c'est pourquoi pas plutôt intéressant, surtout que c'est là aussi encore une fois mis en parallèle avec le bébé donc qui a survécu et la maman qui ont survécu dans le bunker, où on a déjà le président qui disait que les bébés ils sont faits pour survivre et que en gros ils sont une symbolique de survie. Donc c'est en gros un rappel à Xavier du fait que voilà, le bébé va survivre, il faut qu'il survive. On revient un petit peu sur cette thématique de la survie, même si je trouve ça un petit peu capillotracté de dire que les bébés sont faits pour survivre, parce qu'en vérité, il n'y a rien de plus dépendant qu'un bébé. Mais je comprends la thématique, c'est plus, en gros, ils vous donnent envie de survivre, ils deviennent un moteur à la survie, donc pourquoi pas, on va accepter le petit raccourci en termes d'écriture. Et petit truc intéressant aussi dans cette fin de flashback, c'est qu'on a Sinatra. Pour le coup, déjà elle fait un petit cadeau au bébé, elle parle à la mère pour la soutenir, etc. Donc on sent qu'elle essaye de faire son deuil elle-même de son propre enfant à ce moment-là. Il serait temps, j'ai envie de dire. Mais surtout, on a cette histoire, donc quand elle parle au bébé et uniquement au bébé à un moment, elle lui dit voilà, ne t'inquiète pas, tu pourras sortir du bunker de ton vivant dans quelques années, tu pourras... Enfin en gros, elle nous dit qu'il sera encore enfant quand... qu'il sera encore enfant quand il pourra sortir, voir le soleil, etc. et qu'il grandira pas dans ce bunker artificiel. Donc qu'ils ne vont pas rester forcément très longtemps dans ce bunker, donc ça fait encore une fois un lien avec cette espèce de plan secret, la machine secrète qui pompe l'énergie du bunker qu'on avait vu dans les épisodes précédents. Mais qu'est-ce que c'est, comment, pourquoi, on n'a évidemment pas encore d'informations, ça va vraiment se construire sur le long terme comme je disais dans cette saison, donc c'est à nouveau très intriguant. Et l'épisode se termine avec donc la lettre d'Annie lue par Xavier, et en même temps on a un montage parallèle avec les images du papa et sa bande qui arrivent au bunker, toc toc, à la fois gentiment et en même temps avec une certaine forme de menace, en gros venez nous parler sinon on trouvera un moyen de rentrer par la force, donc plutôt sympa. Et au même moment on a Xavier qui arrive lui aussi là où se trouvait Terry, donc à Atlanta, et il rencontre un gars, on sait pas qui il est, elle est pas là, et il dit que c'est sa meilleure amie, son meilleur ami et tout, donc voilà, petit suspense. Et pour le coup ensuite on arrive à l'épisode 5 que j'ai beaucoup apprécié, peut-être celui que j'ai préféré sur les 3, et ensuite ce sera le numéro 6 et le 4 malheureusement en dernier sur les 3, même si encore une fois je le redis, il était loin d'être catastrophique, c'est juste en termes de rythme que je l'ai trouvé pas dingue. Et donc là on a un épisode qui sera centré sur Xavier au présent, qui essaye de comprendre où est sa femme, et avec Gary qui lui explique, donc qui justifie justement tous les flashbacks de la vie de Gary et de Terry jusqu'au quasiment au moment où Xavier est arrivé. Et pour le coup j'ai trouvé que ça fonctionnait super bien, et que ça reprend encore une fois la structure presque de la trilogie d'épisodes avant, parce qu'on a eu un épisode sur une origin story avec celle de Annie, ensuite on a eu un épisode sur Xavier qui balade et qui vit quelques péripéties un peu émouvantes avec les enfants, etc. Ça ce sera plus ou moins l'épisode 4 justement,
avec la naissance du bébé d'Annie et de la mort d'Annie, etc. Et donc faire confiance à l'humanité et en même temps la thématique de la parentalité, etc. Et ensuite on avait eu l'épisode 3 qui lui revenait dans le bunker et qui mettait à nouveau en place les histoires avec Sinatra, le président, Jane qui a tué justement le président, le plan secret de Sinatra. Et là, ça correspondrait justement à l'épisode 6. Et je trouve que voilà, au final, les triptyques fonctionnent plutôt bien, même si je pense que j'attendrai pas 3 épisodes pour vous refaire une vidéo. Mais c'est vrai qu'ils fonctionnent plutôt bien en triptyque, les épisodes. Donc voilà. Et donc bref, on a cet épisode qui remonte 5 ans plus tôt, où on a donc le facteur, puisque c'est le titre de l'épisode, et on va assister en fait à sa fin du monde à lui. Donc on a d'abord ce mec un petit peu timide, un petit peu effacé, voire même un peu mou, qui est aussi geek, qui un jour se fait pote avec un gars qui s'appelle Normus Pinis, donc voilà... le pseudo d'Incel, et qui lui-même est célib d'ailleurs, hein. Et au fil du temps, justement en discutant par rapport à cette histoire de potentiel fin du monde, d'apocalypse, etc., il s'affirme un petit peu, on le voit plus confiant dans son boulot. Par exemple, au début on voit qu'il y avait un chien qui lui faisait peur, il courait après, alors qu'après il joue avec le chien. Il y a l'histoire du gamin, au début il fait genre il ne le voit pas, puis après il lui pose des questions, il lui donne un petit peu à manger, il s'inquiète pour les gens. Certes, il élude toujours les questions, qui est toujours la même par rapport à la vieille qui lui dit toujours il fait beau, oui il fait beau, merci, j'ai vu. On voit surtout qu'ensemble avec son pote, ils vont s'organiser par rapport au fait que le bureau de poste dessous, il y a une espèce de bunker anti-atomique, donc lui-même va un peu en secret l'aménager, le remplir de tout ce qu'il faut, et ils vont s'organiser pour recruter des gens, pour avoir un petit peu toutes les compétences. Bon, on est presque dans un jeu vidéo, mais au final ça fonctionne plus ou moins pour eux. On a ce moment fatidique du jour J justement où ils décident d'embarquer le gosse parce que ses parents sont des camés inconscients et que c'est un mec gentil dans le fond, on voit qu'il est pas si méchant et qu'il veut sauver le gamin. On a la rencontre avec Terry au moment justement où il y a l'IEM qui coupe tous les appareils électriques, on a un hélico qui s'effondre, les lignes électriques qui se coupent, etc. C'est la catastrophe. Mais Terry, en voulant aider le gosse, au début elle se méfie de Gary parce qu'il est chelou, clairement, et il est un peu cringe, mais en vérité c'est un mec gentil et elle lui fait confiance. On apprend aussi après que lui, dès qu'il l'a vu, il a senti qu'il pouvait justement lui faire confiance, puisque elle, c'est vrai qu'au début dans le bunker, elle fait un peu rien, elle se laisse un peu porter, elle est inquiète pour sa famille, elle veut partir, elle s'investit pas trop. Gary du coup lui fait remarquer ça et lui explique que voilà, il va falloir un petit peu se bouger les fesses, surtout que Ennis, là, son pote, il a un peu du mal avec le fait qu'elle était pas prévue et qu'elle ne foutait rien. Mais on a aussi cette lucidité, je trouve, qui est assez intéressante sur Gary et qui annonçait déjà, je trouve, l'évolution du personnage de manière assez efficace. Et en même temps avec une légère surprise, hein, soyons honnêtes. Mais on a Gary du coup qui est vraiment lucide sur lui-même, qui explique que par exemple voilà, il n'avait pas d'instinct de survie, il avait aucune force, etc. Mais qu'à l'inverse, il a reconnu celle de Terry pour les aider, et au final il avait raison, puisque elle va apporter de la vie au-delà de la survie dans le bunker. Donc ça c'est quand même à nouveau très important comme thématique. Elle va leur donner une raison de continuer à vivre par l'art, par les réunions, par la sociabilisation, par les traditions entre guillemets. Et au final on se rend compte que Terry, et c'est d'ailleurs ce que disent la plupart des autres au présent à Xavier, c'est que Terry en vérité c'était le vrai leader de leur communauté, et que c'était elle en fait qui dirigeait de par son énergie, son enthousiasme, son espoir aussi, avec évidemment le soutien de Gary qui était un peu son simp et qui la soutenait quoi qu'il arrive, même face à Ennis, son meilleur pote qui était le fondateur avec lui du bunker et tout ça. Donc à nouveau une thématique intéressante. Donc on les voit vivre ces 3 belles années au final entre guillemets, même si c'était de la survie dans un monde apocalyptique, ils ont passé 3 bonnes années avec le gamin qui a grandi de manière saine, qui a évolué, etc., qui est devenu un bon gars. Certes, bon, comme je disais, Ennis qui fait le petit chef, le rabat-joie, un petit peu le jaloux. J'avoue que je m'attendais à ce que sa trahison, hein, puisque Gary parle de sa trahison à plusieurs reprises, notamment à Xavier, que sa trahison soit peut-être liée un petit peu à ça, à la jalousie, entre le fait que Gary il soit amoureux de Terry, même si Terry ne fait rien avec lui, hein, lui met même un petit vent à un moment, un petit malaise, malentendu, mais finalement leur amitié continue, même si en vrai on se rend compte que pas tant que ça, ou en tout cas de manière unilatérale. Gary lui a toujours ses sentiments et il a du mal à les faire taire, ce qui va provoquer justement la suite. Mais je m'attendais à ce que cette trahison soit aussi liée à la jalousie, voilà, par rapport au couple, etc. Puisqu'on a même le couple des 2 filles, l'infirmière et la mécano, qui on voit que Ennis, à chaque fois qu'il les voit interagir, genre quand il y en a une qui demande l'autre en mariage par exemple, on voit qu'il est vénère presque comme s'il était vraiment jaloux, genre femme pour moi, moi faire bébé pour repeupler la terre, ou j'en sais rien. Mais bon bref,
On a malgré tout ces 3 belles années entre guillemets. Malheureusement, Ennis détruit la radio que Gary lui avait fabriquée avec une dynamo en plus pour combler justement l'électricité. Donc ça c'est encore une fois très logique, il n'y a pas d'histoire de boum, on trouve de l'électricité par miracle, donc ça c'est plutôt intelligent et ça reste cohérent. Et donc Ennis qui détruit cette radio parce qu'il est parano que d'autres gens arrivent, ce qui est d'ailleurs incohérent puisqu'on a Gary qui nous dit que Ennis a détruit la radio pour empêcher que Terry s'en aille et fasse venir surtout d'autres gens de l'extérieur, et ensuite on a Gary qui nous dit il a collaboré avec des gens de l'extérieur pour faire enlever Terry et compagnie, tous les autres. Donc certes c'est un peu étrange, même si au début on a envie de croire Gary, et surtout il y a même, avec le recul, je me demande même si en vrai c'était pas Gary qui avait détruit la radio et que Ennis, vu qu'il a nié pendant très longtemps, qu'il s'en est pas excusé, mais qu'au bout d'un moment il finit par s'excuser presque par dépit, c'est presque à se demander si Ennis au final il a pas accepté de s'accuser et de s'excuser, sachant malgré tout que c'était pas lui et ne sachant pas forcément qui c'est, peut-être en voulant même peut-être protéger son pote ou que sais-je. Mais voilà, assez intriguant là-dessus, surtout voilà par rapport à cette incohérence du gars qui a peur que des gens arrivent, puis finalement il trahit les gens qui arrivent. Donc voilà, c'est vrai que c'était pas très cohérent déjà à ce moment-là. Et en termes des interactions aussi de personnages, ce qui est assez marrant, c'est de voir qu'en vérité, les talents pour lesquels ils ont été recrutés, entre guillemets, c'est pas vraiment ça. Par exemple, on a l'infirmière qui n'était pas vraiment une infirmière, mais qui finalement veut devenir infirmière, et donc elle part vivre avec sa meuf ailleurs pour aider des gens, pour faire une espèce de centre médical, entre guillemets, de soins, là où il y a un truc d'échange et tout ça. Et on a même Ennis aussi qui nous avoue qu'en fait il n'est pas du tout ingénieur, il travaillait juste dans un truc électrique, donc tout le monde a plus ou moins menti. En plus c'est Ennis qui a fait le recrutement, donc il s'est fait eu par ses propres mensonges lui-même, donc c'est assez marrant. Et autre truc un peu chelou qui tombe un peu de nulle part aussi dans cet épisode, c'est qu'on a donc Ennis au moment où il avoue justement que oui il a détruit la radio, etc. Et comme Terry va bientôt partir, en gros il essaye de mettre un petit peu les choses à plat avec elle, et il lui dit en gros voilà, j'ai jamais pu voir ta gueule, j'aime pas ta gueule, et voilà, et c'est assez bizarre parce qu'en vérité il n'y a pas vraiment de raison pour lequel il aime pas sa gueule. Au contraire, Gary lui il a vu une meuf hyper solaire qui allait pouvoir les sauver tous, et lui il a eu un souci, peut-être c'est par rapport à ça justement, la jalousie. Il a senti qu'elle avait du charisme, qu'elle avait une âme de chef, et que lui ne l'avait pas en vérité, donc peut-être qu'il s'est senti rabaissé par rapport à ça. Même si je trouve ça bizarre aussi le fait qu'elle est la seule noire du bunker, et que lui du coup il est pakistanais, indien, peut-être quelque chose comme ça, je sais pas trop, j'ai pas vérifié l'origine de l'acteur, et peu importe dans tous les cas. Mais en gros on a les deux racisés du bunker qui peuvent pas voir leur gueule l'un et l'autre. Pourquoi avoir mis ça dans l'histoire et pourquoi avoir insisté là-dessus? Voilà, dites-moi si vous avez une théorie justement à ce sujet, mais bref, c'est pas le plus important. Et donc ensuite au présent, on a Gary qui explique à Xavier que justement il y a des gens qui sont arrivés dans un train et qui les ont chopés et qui ont kidnappé Terry et tous les autres, et que lui s'est retrouvé tout seul. Déjà on comprend pas trop comment il s'est retrouvé tout seul. Et en plus de ça, on a encore une fois un petit passage où Terry rencontre justement les gens du train, et en fait on se rend compte que c'est pas forcément des gens méchants. On a même l'impression qu'ils sont plus ou moins liés à l'équipe du papa du bébé, puisqu'ils veulent aller au Colorado pour le bunker en train. Donc c'est assez étrange, et justement ils font une escale pour réparer leur train pendant une quinzaine de jours. Donc vraiment ils sont prévus pour partir juste après ce qu'on voit là au présent avec Xavier et tout ça, puisque Gary explique que ça fait 12 jours qu'elle a disparu, Terry, et que eux ils disent qu'ils vont rester 15 jours, donc il reste 2-3 jours de battement. Donc ça commence à être un peu bizarre, puisque justement on se dit ben oui, Terry elle va rejoindre les gars du train pour aller dans le Colorado elle aussi avec eux, beaucoup plus rapidement et beaucoup plus sécuritairement, beaucoup plus en sécurité que si elle était toute seule dans une voiture avec le gosse, etc. Donc effectivement ça semble logique, surtout qu'après on a cette conversation justement entre Gary, ouais non même pas, c'est pas Terry qui discute avec la meuf du train, c'est Gary et Ennis justement, puisqu'après on a Ennis qui explique que oui, en gros Terry serait effectivement logiquement attiré par le fait de partir avec eux, et du coup Gary est clairement pas d'accord pour leur en parler, et on apprend à la toute fin de l'épisode qu'au final c'est Gary qui a buté son pote, et que c'est pas son pote qui a trahi, au contraire c'est peut-être même Terry et les autres qui ont décidé de partir de leur propre chef, et que lui il s'est retrouvé tout seul comme un débile, qu'on apprendra justement un petit peu après, même si pour le coup l'épisode 6 ne fait vraiment que très très peu avancer l'intrigue, mais en même temps il ne restait pas grand chose à raconter, donc en vrai ça fonctionne bien à ce niveau là. Mais avant on a eu quand même ce petit passage aussi, comme je disais, par rapport au bébé, pour remettre encore un petit peu d'emphase par rapport à la paternité, à la maternité, etc.
où on a l'histoire déjà de Xavier qui fabrique une bombe, pourquoi pas, avec un bébé à côté, c'est rigolo, on s'en fout, pourquoi pas, c'est la survie, et en même temps Xavier, on sait qu'il est ultra badass et qu'il va faire un carnage si jamais il arrive à accomplir son plan, mais bref, c'est pas le sujet, et on a cette histoire justement de quand il confie le bébé aux deux femmes, donc à l'infirmière et à la mécano, là où il avait refusé de le confier à Gary, donc déjà on a ce truc de ok, il fait confiance un petit peu à Gary, en même temps il a pas trop le choix pour savoir où est sa femme, mais en même temps, il sent qu'il y a un truc qui va pas. D'ailleurs, lui-même le dit à la toute fin de l'épisode, je sens que vous me cachez un truc. Bon, Gary, il va voter en touche en sortant un bobard, mais on comprend que c'est notamment la mort de Ennis et tout le reste. Quand il va l'apprendre, Xavier, je pense qu'il va se mettre un petit peu en colère, surtout avec ce qui vient de se passer à la fin de l'épisode 6. Mais bref, donc il confie le bébé à la meuf, là, je sais plus comment elle s'appelle, l'infirmière. Et Gary, il dit, mais pourquoi pas, vous me l'avez pas confié à moi et tout. Et c'est là qu'il explique cette histoire de raconter les histoires, que ça a énormément de poids et d'importance dans la paternité, dans la maternité, parce que c'était un moyen de montrer aux enfants qui sont aimés, protégés, etc. avant de s'endormir. Et comme c'était l'infirmière qui racontait, ou la mécano, je sais plus laquelle des deux, racontait des histoires à Bean, le gamin qui était avec eux dans le bunker, à la demande de Terry, que en gros voilà, c'était une bonne raison de lui faire confiance, donc pourquoi pas, c'est à nouveau un petit peu capillotracté à ce moment-là, mais pourquoi pas. Et donc, comme je disais, ensuite on enchaîne sur cet épisode 6, épisode qui s'appelle Jane, et pour le coup j'ai été à nouveau un petit peu étonné de tout ça, surtout que comme je disais on a cette histoire de Xavier qui va sauver sa femme, mais ça repart immédiatement et on en apprend très peu, à part à la toute fin justement de l'épisode où on revient enfin sur lui. On a l'histoire de la bombe justement que Xavier va installer, on voit Gary qui trahit Xavier, et en gros il veut le faire sauter lui-même avec la bombe puisque c'est lui qui a le détonateur, il l'attend pas, et ce qui est assez sympa c'est qu'au-delà de ce que lui dit Gary, presque il comprend Xavier par rapport à ce qu'il voit sur la photo, en fait qu'il n'avait même pas forcément vraiment regardé, puisqu'il regardait notamment sa femme évidemment, qui a attiré le plus son regard dans la photo, mais on voit que Gary il avait vraiment ce regard presque obsessionnel, amoureux, transi envers Terry, et donc il y a une espèce de truc où il comprend, il esquive un petit peu la bombe mais il se fait mettre un petit peu KO. Heureusement au final que ça le met en échec par rapport à sa mission, puisqu'il avait prévu de briser des nuques de tous ceux qui allaient se mettre sur sa route comme il disait, donc ça aurait pu faire un carnage et ça aurait pu foutre la merde et surtout éliminer des gens innocents, donc au moins il n'y a pas de victimes. Et puis qui arrive là, qu'il n'avait même pas réussi à voir encore de loin, donc ça c'est peut-être un petit peu incohérent, genre elle est passée, à aucun moment elle est passée dehors et il aurait pu la voir avec ses jumelles. C'est un peu bizarre, mais bon, on va dire que c'est comme ça que ça fonctionne. Et boum, Terry qui trouve donc Xavier. Et là, clairement, le Gary, il est dans la merde. Il est foutu. Il a essayé de tuer Xavier. Terry n'a pas été enlevée. Elle a l'air d'être partie de son propre chef. Même tous les autres ont l'air d'être partis de leur propre chef. Donc Gary a peut-être fait encore plus une dinguerie en essayant de les retenir. Ça se trouve, il a encore tué une autre personne, etc. Et au final, le gentil Gary qu'on avait vu au début, qui était un mec bien, pour des raisons un petit peu d'égo, d'amour et de jalousie, d'amour plutôt à sens unique entre guillemets, alors qu'elle lui avait proposé malgré tout son amitié, et elle lui dit mais je suis marié mec, donc va chier, tu vois. Ben non, il est devenu complètement taré et il était prêt à tuer pour garder cette meuf. Et en même temps, qu'est-ce qu'il aurait fait si il avait tué Xavier, si Terry il avait empêché de partir? Dans tous les cas, elle aurait pas dit ah ouais finalement ok je reste avec toi, je suis amoureuse de toi. Enfin dans tous les cas c'était voué à l'échec. Donc je pense que le Gary il va pas faire long feu et qu'il risque de le regretter très fort. Et après vu que les autres sont quand même des gentils, ça se trouve ils vont malgré tout le pardonner et l'embarquer avec eux. Allez savoir, on verra bien ça la semaine prochaine du coup. Mais donc le plus intéressant malgré tout dans cet épisode 6, Jane, c'est justement le personnage de Jane qui pour le coup, on avait beaucoup de questions à se poser sur elle depuis le début, et là ça pose à nouveau même une très très grosse question notamment sur ce personnage. Mais en gros là, la plus grosse garce de la planète, qui a tué justement déjà son mec Billy dans la saison précédente, qui bosse maintenant pour Sinatra et qui fait des dingueries et qui trahit pour le coup vraiment encore une fois tout le monde, et puisqu'on l'avait vu notamment tuer le président dans l'épisode d'avant avec l'histoire de pastille à la menthe, et carrément elle a fait accuser Robinson de trahison à son tour. Donc on a justement Robinson qui a été emprisonné, etc. On a même un petit passage sur la prison où ils vont tenter de s'évader, notamment avec le fils du président et l'ingénieur du bunker qui l'a fabriqué. Donc eux veulent sortir et ouvrir les portes du bunker pour que les gens puissent sortir, et en même temps il se trouve qu'il y a des gens qui veulent rentrer dans le bunker, donc forcément tout ceci va coïncider peut-être à un moment ou un autre. Donc c'est assez sympa, surtout qu'on a l'histoire aussi de la psy qui continue d'enquêter. On avait vu dans l'épisode précédent qu'elle avait entendu une conversation entre Sinatra et sa femme de ménage, qui n'a pas l'air d'être tant femme de ménage, mais presque une espionne infiltrée là pour bosser dans le renseignement, ni vu ni connu avec Sinatra. Et donc voilà, elle continue à enquêter. On a même aussi la fille de Xavier qui va interroger la fille de Sinatra sur est-ce que tu connais vraiment ta mère, etc. Donc j'avoue que là ça m'a fait poser la question de est-ce que Jane va pas finir par buter la fille de Sinatra parce qu'elle va la mettre en danger. Je reviendrai évidemment pourquoi, pour les raisons, j'avoue que c'est pas dans
trop dans l'ordre, mais je veux vraiment terminer sur Jane, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire en termes de développement, d'écriture, etc. Mais en gros, voilà, ça pose aussi des questions peut-être sur la survie potentielle de la fille de Sinatra, etc., y compris sur la psy, qui continue justement, comme je disais, d'enquêter. On a à nouveau une phrase un petit peu sortie de nulle part, que j'ai pas trouvé hyper à propos, même si elle est peut-être drôle, mais j'ai pas trop compris quand elle parle de à Robinson, la psy justement, qu'elle lui dit en gros il faut faire quelque chose, machin, et l'autre elle dit non, je vais rester black et crever. Ok, en même temps oui, à part Michael Jackson, et encore c'était pas très réussi, oui, tu vas rester black, ça c'est un fait, ça s'appelle la génétique, on n'y peut rien, mais quel rapport dans le contexte, avec le fait de crever aussi, est-ce que tu es en train de nous expliquer que finalement le bunker il est white triarcal, ou je sais plus comment on dit, le blanc triarcat, et que d'ailleurs t'as pas dit que t'étais une femme black, t'as juste dit que t'étais black, donc au moins on a échappé à l'histoire du patriarcat, même si on y a droit aussi dans cet épisode d'une autre, par rapport au flashback justement sur Jane, au méchant patriarcat, donc un petit peu caricatural malheureusement certains éléments de cet épisode, surtout que encore une fois c'était pas du tout à propos, je trouve, à ce niveau-là, mais bref, on a au moins au niveau du présent les personnages qui enfin se rendent compte que Jane est le véritable danger dans tout ça, puisque Robinson a compris, c'est ce qui lui a coûté sa liberté, et en même temps elle réussit à en parler à la psy qui elle-même va un peu confronter Jane, même s'il vaut mieux qu'elle fasse doucement parce que Jane va la fumer comme ça sans avoir même reçu l'ordre, vu que c'est quand même une grosse tarée. C'est ce qui me fait peut-être penser qu'elle risque de s'en prendre à la fille de Sinatra de la même manière qu'elle l'a fait justement dans le flashback, puisque en gros dans ce flashback très efficace, même si on n'a pas énormément d'informations, on a déjà des infos par rapport à la naissance de Jane en juin 97, le 6 juin à minuit 1, et quelques jours avant on a eu un gars qui a reçu des mails, une espèce de prophétie chelou, qui a reçu des mails qui lui disaient à cette date là justement du 6 juin à minuit 1 machin, une tueuse va naître et qu'il faut lui faire passer un message. Alors d'où ça sort? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Comment? Là j'avoue que ça n'a aucun sens encore à ce moment-là, donc est-ce que c'est pour introduire une nouvelle chose, un nouvel élément au lore de la série, avec j'en sais rien, une intelligence artificielle qui remonte le temps, je ne sais pas, mais dans tous les cas, est-ce qu'on est dans Person of Interest? Je ne sais pas non plus, mais dans tous les cas, il y a un truc chelou à ce niveau-là, qu'il va falloir bien nous expliquer à un moment, parce que c'est quand même vraiment très bizarre, mais en gros, voilà, on a la mère qui accouche, du coup, à la bonne date, etc., qui accouche d'un petit bébé tout mignon. On sent que la mère, elle est déjà un peu saoulée par le fait d'être maman. Déjà à l'accouchement elle dit en gros sortez-moi ce machin de mon bide, machin. Quand la petite elle pleure, elle est là mais ferme ta bouche, j'en ai marre que tu pleures, tais-toi. Et en plus on a ce gars là du coup qui vient la voir vraiment le jour où elle sort de la maternité, qui lui dit oui cette petite est une psychopathe, elle va tuer des gens, il faut l'en empêcher, nanani nanana. Donc gros taré qui se fait embarquer assez rapidement, mais voilà, le message est passé dans la tête de la mère et effectivement, ça va créer presque une prophétie, un conditionnement au final dans l'esprit de la mère. Et d'ailleurs, Jane en est consciente, donc c'est même presque étonnant qu'elle en soit consciente. J'ai un peu l'impression que c'était aussi un moyen de faire comprendre au spectateur que voilà, c'était comme ça et que, mais elle est très, pour le coup, elle est très lucide sur elle aussi, sur son état d'esprit, sur ce qui a conditionné justement son état d'esprit et sa pathologie, parce qu'elle est carrément psychopathe à ce niveau-là, au dernier degré, puisqu'on a même justement des histoires de voix qu'elle entend, d'amis imaginaires, alors qu'elle est quand même déjà assez grande, elle a une dizaine d'années, je crois, quelque chose comme ça. Elle essaye même à un moment de tuer sa mère avec son plan cul dans le sauna, les enfermant. Bon, très vite, elle change d'avis, elle se fait défoncer, c'est elle-même qui se fait enfermer, et la mère qui lui dit, ouais, le mec avait raison, t'es la pire chose qui me soit arrivée dans ma vie, etc. Donc on sent vraiment que c'est une mère qui avait déjà pas forcément envie d'être maman, et qui en plus a cette espèce de message qu'on lui a dit que sa fille allait être un monstre, et du coup qu'il la considère comme telle, et bien évidemment elle va provoquer le fait que sa fille va devenir un monstre, donc bien fait pour elle, même si c'est sa fille qui en paye le plus le prix, et aujourd'hui beaucoup de gens qui en payent le prix puisque c'est une grosse tarée et qu'elle a survécu à l'apocalypse. Mais en gros on la retrouve ensuite à l'âge adulte où elle est toujours aussi froide, etc. et elle est en train de s'entraîner pour devenir espionne à la CIA, puisqu'on nous parle de la ferme, donc c'est vraiment le truc d'entraînement de la CIA. On voit que sa chef, entre guillemets, sa formatrice ou je ne sais quoi, celle qui va justement parler un peu plus tard du patriarcat, sans raison encore une fois là non plus, même si pourquoi pas, on pourrait dire que oui, c'est la raison, mais en vérité c'est juste un prétexte encore une fois au scénario, qui pour le coup marche bien, ça m'a fait rire, mais le truc de justifier ça uniquement par le patriarcat, j'ai trouvé ça un peu moyen. Mais en gros, Jane elle est presque prête à admettre qu'elle a des problèmes mentaux, qu'elle a des problèmes psy, qu'elle entend des voix et tout. L'autre elle lui dit non mais tais-toi, pas besoin d'en parler, machin, donc en gros
On est aussi dans ce truc-là on utilise un petit peu les tarés, les criminels, les tueurs, déjà comme il l'avait fait avec Billy, qui était un criminel, un jeune délinquant hyper violent, qui avait été formé pour devenir un mercenaire assassin. Ben là, c'est un peu pareil. On a pris une meuf qui est très fragile psychologiquement, un peu tarée, mais très froide. Du coup, elle va faire ce qu'on lui dit sans forcément se poser de questions, sans empathie, sans humanité, etc. Et on en fait un outil pour la nation, etc. Donc à ce niveau-là, ça colle à nouveau très bien au reste de la thématique de la série. Et la meuf, du coup, quand même, décide de lui apprendre un petit peu la méditation, au cas où, pour l'aider à se concentrer, à faire taire les voix un petit peu, donc à se cadrer. Donc du coup, elle en devient extrêmement performante, de par notamment cette capacité de réflexion, d'observation liée à la méditation et à son côté très froid, très calculateur. Donc ça marche plutôt bien et c'est plutôt cohérent. En gros, on essaye de trouver un moyen de canaliser le monstre plutôt que de se débarrasser du monstre, et on va utiliser le monstre une fois qu'il est canalisé, donc jusque là ok. Et on a aussi cette sensation justement par rapport à cette histoire notamment de patriarcat, etc. Elle devient très proche de sa chef. Donc on a vraiment ce truc, encore une fois, en rapport aussi avec Sinatra en miroir, elle cherche l'affection, la reconnaissance, l'approbation de femmes plus âgées qu'elle et des femmes de pouvoir en plus, d'autorité. Donc d'abord sa formatrice, et là maintenant elle a atteint le top du top avec Sinatra, qui est peut-être la personne la plus puissante de la planète, au moins au minimum en théorie. Tout ça évidemment pour remplacer l'affection de sa mère qu'elle n'a jamais reçue. Bon là assez classique encore une fois dans le schéma, mais ça fonctionne très bien, surtout que voilà, il y a ce côté vraiment où elle ne fait pas qu'en rechercher l'approbation, l'affection, elle est prête à tout, même aux plus grosses dingueries, pour avoir encore plus de cette approbation, de cette affection, et pour protéger ces personnes qu'elle admire tant, même si elles n'en ont pas forcément besoin. D'où justement cette espèce d'agression, parce que la meuf elle n'a pas eu sa promotion à cause du patriarcat justement, et l'autre elle va carrément lui couper la tub, parce qu'elle lui dit s'il a eu la promotion c'est parce qu'il a une tub, donc qu'est-ce que je vais faire, je vais aller lui couper la tub. Évidemment, qui n'aurait pas pensé à ça, c'est totalement logique. Bref, c'est n'importe quoi, mais ça colle parfaitement je trouve avec la narration, et encore une fois ça nous montre à quel point elle est investie pour les gens qu'elle choisit en fait. Et là elle a choisi Sinatra. Sinatra a d'ailleurs elle-même très peur d'elle, elle lui dit j'ai très peur, j'ai les souvenirs qui commencent à revenir, donc au final son amnésie était réelle dans l'épisode 3, elle faisait pas semblant pour manipuler un petit peu tout le monde à ce niveau là. Et là, pour le coup, Sinatra a repris le pouvoir grâce à elle. Elle, du coup, elle se sent validée. En plus, elle lui offre une Nintendo Switch, qui est encore mieux que la Wii qu'elle avait demandé. D'ailleurs, on a aussi l'origine de son obsession pour la Wii par rapport à sa première mentor, pour qui elle a coupé des tubs. Une tub au minimum, et qui lui avait en gros initié à la Switch, et maintenant elle a carrément qu'il avait initié à la Wii, et maintenant elle a carrément la Switch, donc top du top. Elle a pas la Switch 2 par contre, mais elle a la Switch, donc pourquoi pas. Mais donc Sinatra va utiliser Jane au max qu'elle peut. D'ailleurs elle la met même un petit peu en danger, en mode si jamais elle meurt, tant pis, c'est pas la pire des pertes, je serai débarrassé de cette personne qui me fait très peur, mais en même temps c'est aussi la seule personne qui connaît mes secrets et que je peux utiliser quand j'en ai besoin. Du coup je devrais recruter quelqu'un d'autre pour le faire, mais en gros elle lui donne la mission de sortir pour organiser enfin une rencontre entre le groupe de Papa Bébé Danny et Sinatra. Bon, on voit à nouveau son côté très manipulatrice, elle détache ses cheveux pour se faire passer pour une petite fille gentille et serviable, etc. Au moins elle fait pas de dinguerie, elle tue personne, mais elle impose très vite sa supériorité machiavélique en prenant un mec en otage, etc. Alors que l'autre il est juste là pour négocier et il se la joue bad boy méchant plus qu'il ne l'est réellement. Mais voilà, tout ça pour dire encore une fois que je pense que la fille de Sinatra, de même que la psy qui est aussi très proche de Sinatra, même si elle l'a trahi, peut-être que Sinatra lui en voudra énormément, mais dans tous les cas sa fille je pense pas. Mais je pense qu'il va y avoir un moment où ça va foutre la merde entre Jane et Sinatra justement, puisque Jane va vouloir s'en prendre à quelqu'un à qui Sinatra tient pour la protéger, et Sinatra ne sera pas prête à ce type de sacrifice, même pour se protéger, même pour protéger son plan, etc. Et que ça va être le point de rupture entre les deux personnages à ce niveau-là. Donc pour le coup, je trouve que cette évolution fonctionne très bien. Et malgré ma surprise de voir un épisode là, en plein milieu, consacré à Jane, de la même manière un peu qu'on avait eu celui consacré à Billy dans la saison précédente, je trouve que c'est très efficace et que ça fonctionne plutôt bien à ce niveau-là. Donc voilà, comme je disais, 3 épisodes axés vraiment sur la traîtrise, la trahison. On a dans le premier épisode cette traîtrise du corps Danny qui trahit en gros sa fonction basique de son corps, à savoir donner naissance, mais de par l'absence de médecine elle n'en survit pas parce que justement voilà, pré-éclampsie, etc., complications, et donc un bébé perd sa mère parce que son corps l'a trahi. Donc comme je disais, c'est un petit peu capillotracté, mais ça fonctionne malgré tout très bien à ce niveau-là. Et on a même, si on veut aller encore plus loin, la trahison de l'esprit d'Annie par rapport à elle-même, puisque c'est sa peur qui l'a trahi et qui l'a poussé à refuser de partir avec son mec, ce qui aurait fait qu'elle aurait survécu et que le bébé aurait été avec son père, etc. Mais par contre sur la suite, on est vraiment dans cette efficacité-là de la thématique de la trahison, puisqu'on a Gary qui trahit Terry,
qui trahit Xavier, on a Jane qui trahit tout le monde, Sinatra qui est elle-même trahie plus ou moins par sa fille, qui trahit les gens qu'elle est censée protéger, Robinson qui a été trahi aussi, donc voilà, je trouve que vraiment la thématique au global de la traîtrise dans cette trilogie d'épisodes est plutôt bien présente, fonctionne plutôt bien, même si effectivement l'épisode 4 on peut presque le mettre à part, là où le 5 et le 6 sont vraiment un duo parfait d'épisodes. Mais bon voilà, bref, 3 épisodes que j'ai trouvé malgré tout très sympas. Malgré une petite faiblesse comme je disais sur l'épisode 4, dites-moi ce que vous en avez pensé, j'ai très hâte de voir la suite. Je pense que même si la première vidéo n'a pas marché de ouf, donc on verra ce que donnent les résultats de celle-ci, mais je pense que je ferai... Je sais pas encore si je ferai par 1 ou par 2 les épisodes qui suivent, ça dépendra aussi de ce qu'il y a à manger entre guillemets dans les épisodes, s'il y a de quoi théoriser et tout ça, je ferai peut-être l'épisode la semaine prochaine. Mais voilà, donc dans tous les cas, dites-moi en commentaire et donnez de la force à cette vidéo si vous avez envie des prochaines reviews, pas avant la saison 17, avant qu'on ait trop d'épisodes à traiter, et ce sera aussi l'occasion de faire des vidéos un peu plus développées et un peu plus denses et peut-être un peu plus courtes aussi que celle-ci et que la précédente. Donc voilà, encore une fois, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, le petit like, le petit abonnement si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous dis à très vite sur Anakaland. Bye.